yes, you like making deals. Oh, I'm going to stop you right there, Tony. I don't like making deals. Do you understand? I love making deals. I love making deals. The bigger, the better. But to what end? To what end? Deals are the end. I mean, that's like asking Da Vinci why he painted the Mona Lisa. Consider yourself an artist. Well, I am an artist, Tony, and deals are my art form. Look. Alors, non, tu n'es pas avec Donald Trump, tu es chez Cédric Watine, ou plutôt chez Outils du Manager. Ce que je viens de te mettre, c'est un extrait de The Apprentice. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de The Art of the Deal, l'art du deal de Donald Trump, quoique on va en parler un petit peu. On va aborder un sujet qui pour moi est absolument crucial. C'est un épisode spécial. Je vais te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et qui a complètement changé ma manière de diriger, de manager et de décider aussi. On va parler du concept du joueur infini. Ça va surtout te parler si malgré tes efforts, tu as la sensation de tourner en rond, si tu sens une pression qui monte toujours sans jamais descendre, si tu as du mal à comprendre le monde actuel et si tes équipes te semblent épuisées ou désengagées. Donc, je te présente tout de suite le plan. Il y aura 4 parties. Première partie, le problème qu'on va poser. Eh bien, ce problème, ce sont les défis que nous pose le monde VUCA. Je te dirai ce que veut dire le monde VUCA. Je te dirai les impacts que ce monde a sur nos entreprises. Je te parlerai des réponses habituelles qu'on donne devant cette nouvelle donnée. Et je t'expliquerai pourquoi elles sont mauvaises. Je te parlerai de la spirale de l'épuisement et de la mentalité du mercenaire et je te proposerai une meilleure réponse, ou plutôt je te dirai qu'il y a certainement une meilleure réponse. Ce sera notre première partie. Deuxième partie, on va voir les fausses solutions en détail et on va parler de l'attitude du joueur fini. Donc on va d'abord voir ce que c'est qu'un joueur fini. On va essayer de comprendre pourquoi un joueur fini échoue toujours, et on va reparler de notre copain, façon de parler, de Monsieur Trump. On va voir que c'est un joueur fini par excellence. C'est pour ça qu'il y a eu un petit clip au début, je t'en donnerai un autre. On verra les 3 règles qui façonnent la manière de décider de Donald Trump. Et on verra que ce ne sont pas forcément des bonnes manières. Et puis, troisième partie, on va voir l'approche contre-intuitive, qui est en fait l'approche du joueur infini. On va d'abord voir ce que c'est qu'un joueur infini, puis on verra les avantages de cette approche pour toi, si tu es dirigeant, manager, mais aussi pour tes collaborateurs. On se posera une question absolument fondamentale. Et puis, on passera à la 4e partie, où je vais t'expliquer comment j'ai intégré l'approche du joueur infini dans mon quotidien. Je vais te parler d'un manuel que j'ai créé. Je vais te donner un exemple concret d'une stratégie d'entreprise que j'ai eue et qui correspond à cette stratégie du joueur infini. Et puis, je terminerai le podcast en te proposant une série de mails pour approfondir le sujet. Si tu es convaincu, je te conseillerais de cliquer sur le lien qui est en descriptif du podcast, parce que ça va te permettre d'aller plus loin que ce qu'on va se dire aujourd'hui et de commencer à mettre des choses en application ou à faire évoluer ta manière, je dirais, à la fois de décider, de manager, etc. Donc, on a un gros programme. Je remonte à ma première partie. Notre première partie, donc, ça va être le problème. On va poser le problème. Alors le problème, c'est qu'on est dans un monde VUCA et que ça pose des défis complètement nouveaux, complètement différents de ceux auxquels on a été habitué et auxquels on a été formé. Et donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire un monde VUCA? Je rappelle la définition, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. VUCA, c'est un acronyme anglais. En français, c'est VICA. Donc c'est un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc c'est un concept qui est né au moment du Covid et aujourd'hui on se rend compte que c'est plus une tendance passagère, que c'est plus vraiment un concept, que c'est vraiment notre réalité quotidienne. Donc c'est un concept qui a, je dirais, passé l'épreuve du temps, je pense. Donc on parle de volatilité et effectivement la volatilité a jamais été aussi forte. On a actuellement
une sensation de chaos parce qu'on a des changements qui prenaient autrefois des années et qui se produisent maintenant en quelques mois, voire en quelques semaines. Et donc ce qu'on appelait avant des crises, aujourd'hui, c'est simplement notre quotidien qui se succède à un rythme effréné. Classiquement, on cite évidemment la crise sanitaire, on parle des tensions géopolitiques, on parle de l'instabilité économique. L'incertitude aussi est devenue la norme. Franchement, qui aurait pu prévoir le Covid, mais qui aurait pu aussi prédire avec certitude le début d'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers, et est-ce qu'on est capable de prévoir ce que ça veut dire pour les 5 années à venir? Franchement, moi je crois pas. Qui aurait pu prévoir la guerre en Ukraine, et puis la généralisation du conflit, et qui aurait pu prévoir aussi, on revient à Donald Trump décidément, le revirement des USA vis-à-vis de l'agression russe et vis-à-vis de ses relations avec l'Europe. Ambiguïté aussi dans ce nouveau monde. Des faits objectifs semblent moins faire référence. On a toujours appuyé nos raisonnements, nos décisions sur les faits objectifs. Et là, il semblerait, pour certains, que la vérité puisse être facultative. On voit des déclarations assez chaotiques et fluctuantes de nos dirigeants politiques, et ça s'accélère. On a aussi ce sentiment que tous les moyens sont bons aujourd'hui, mais bon, pourquoi? On ne sait pas. Et en fait, cette réalité VUCA, c'est ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est qu'on la vit tous. Et je parie que tu es comme moi et que tu te demandes comment naviguer efficacement dans cet environnement. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, en particulier celui sur l'antifragilité. Alors évidemment, ce monde VUCA, il a un impact sur le monde de l'entreprise, donc il te touche directement, que tu sois manager ou que tu sois dirigeant. La première chose, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de planifier. Oui, quand on est dans un environnement incertain, qui bouge, qui change, on n'arrive plus à planifier. On ne peut plus projeter son entreprise à 5 ans. Franchement, je te demande ton entreprise dans 5 ans ce qu'elle sera. Je pense que tu auras du mal à me répondre. Aujourd'hui, c'est acté. Il y a quelques années, on disait encore, mais si, c'est possible, etc. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un environnement qui change tous les 6 mois, une instabilité totale, et donc on voit bien que la planification stratégique traditionnelle montre ses limites. Donc, planification, ça devient difficile. Ensuite, les structures hiérarchiques, ce qui faisait, je dirais, ou ce qui fait encore peut-être le squelette de nos entreprises. On se rend compte qu'une structure hiérarchique en silo, le temps de faire remonter l'information, de l'analyser, de décider et de redescendre les directives, on voit que la situation a changé. Donc, on a des choses qui émergent, des modes de management, où de plus en plus on se dit, non, il faut que les décisions, par exemple, soient prises sur le terrain. Ça accélère la vitesse des décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une décision, c'est plus uniquement sa qualité et je dirais la certitude qu'il y a derrière qui compte, c'est aussi la vitesse à laquelle elle est prise. Les compétences aussi qui étaient valorisées hier, l'expertise technique pointue, la capacité à exécuter un plan défini, c'est plus suffisant. C'est-à-dire qu'avant on pouvait avoir de purs exécutants, des experts, je dirais, du comment on fait, mais aujourd'hui on a besoin aussi sur le terrain d'experts du pourquoi on fait. On a besoin d'agilité, d'adaptabilité, de créativité. Et donc tout ça, clairement, ça fait que nos méthodes traditionnelles de management et de leadership sont mises à rude épreuve, d'où cet épisode. Et puis on va voir un truc qui est très embêtant, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que nos réactions classiques au monde VUCA, c'est-à-dire ce qu'on fait, je dirais presque d'instinct, eh bien, ce sont de mauvaises réactions parce qu'elles vont détruire notre capacité justement à appréhender ce monde VUCA. Elles vont détruire notre créativité ou celle de nos collaborateurs et elles vont réduire notre intelligence. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais te dire deux réactions vraiment classiques et habituelles face au monde VUCA. Tu pourras te poser la question si toi tu n'as pas eu cette réaction ou si autour de toi tu vois ce genre de réaction. La première réponse habituelle, quand on se retrouve dans un environnement chaotique, qu'on comprend de moins en moins, ça va être de mettre plus de contrôle et de mettre plus de reporting.
on va se mettre à multiplier les réunions de reporting, on va se mettre à multiplier les KPI. C'est pas par hasard si en ce moment on parle beaucoup d'indicateurs de KPI, etc., etc. C'est parce qu'on se rend compte que ou plutôt c'est parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez informé. Et donc on va se dire, bon, on va multiplier les indicateurs, on va encore créer plus d'informations, parce que dans un monde incertain, il nous faut plus d'informations. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va raccourcir les délais. On va resserrer les objectifs et on va compliquer les processus. On va se dire, en fait, ce qui est en train de se passer, le décrochement que je vois dans ma société, il est dû au fait que mes processus sont pas assez complexes. Ils prennent pas assez en compte la réalité qui a évolué. Et donc, c'est comme si dans un environnement de plus en plus chaotique, on cherchait à augmenter notre contrôle. Et donc, ce qu'on fait, c'est que plus il y a d'incertitudes, plus on renforce notre rigidité. Donc en fait, on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Quand il y a plus d'incertitudes, on devrait être plus souple et plus adaptable. Mais tout ce que je viens de citer, ça a l'effet inverse. Et puis, dernière chose sur cette première réponse, multiplier l'information. Est-ce que vraiment vous pensez qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'on n'a pas assez d'informations? Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'on a beaucoup trop d'informations, et surtout qu'on ne sait pas laquelle on va utiliser pour prendre des décisions. Donc, première réponse, plus de contrôle, plus de reporting, plus d'informations. Et puis, on a une deuxième réponse qui est presque opposée à celle-là, finalement. La deuxième réponse, c'est de raccourcir l'horizon, de réduire les délais et d'augmenter la vitesse. C'est logique. Le monde s'accélère, bah moi aussi, je dois accélérer. Je dois prendre des décisions plus vite. Je dois avoir des objectifs à plus court terme. Et comme je ne peux pas prévoir pour le long terme, plus possible de prévoir, plus possible de faire de planification, qu'est-ce que je fais? Bah, je me concentre sur le court terme. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire se succéder des plans de plus en plus courts et des objectifs de plus en plus serrés. Et il va y avoir aussi une mentalité qui va venir se greffer sur cette attitude, c'est la mentalité du ce qui est pris est pris. Prenons ce qu'on peut maintenant, car demain est trop incertain. L'horizon s'obscurcit, ou plutôt je le vois plus, c'est dans la brume, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends mes gains. C'est-à-dire que je veux tout de suite être performant parce que ce qui est pris est pris. Et donc, ces deux réponses, même si elles sont opposées, l'une qui renforce le contrôle et l'autre qui l'abandonne au profit d'une vision ultra court-termiste, elles vont produire des effets pervers, similaires, toutes les deux. Elles vont augmenter drastiquement la pression et elles vont supprimer le sens de ce qu'on fait. C'est ça ma critique par rapport à ces deux réponses traditionnelles. Et donc on va arriver dans ce que j'appelle la spirale de l'épuisement et la mentalité du mercenaire. C'est quoi la spirale de l'épuisement? Bah, c'est juste que quand tu as cette succession d'objectifs à court terme de plus en plus difficiles à atteindre, ça va déclencher une spirale. Tu vas commencer à mettre un objectif, tu vas le fixer, tu vas mobiliser tes équipes, tu vas mettre en place un plan d'action. Si tout se passe bien, tu vas atteindre cet objectif. Bravo, tout le monde est content, ça marche bien. Est-ce qu'on prend le temps de célébrer? Est-ce qu'on prend le temps de souffler? Ben non, on n'a plus le temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre cet objectif et immédiatement, on va l'augmenter, on va passer on va passer au jeu suivant, c'est-à-dire à la période suivante, il faut atteindre l'objectif. Et évidemment, à ce moment-là, on va augmenter la barre. C'est normal, faut progresser. Et ainsi de suite. Et donc, on va se rendre compte en faisant ça que chaque nouveau succès va devenir une nouvelle norme dans un monde qui est de plus en plus changeant. Et donc, on va voir que chaque nouvelle victoire va chasser la suivante. On va rentrer dans une course sans fin. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va déployer évidemment de plus en plus d'énergie pour atteindre ces objectifs. Et donc, ce qui était autrefois excitant et ce qui fonctionnait, on atteint un objectif, on dépasse un record, ça va devenir une source d'anxiété. À quoi c'est dû? Eh bien, c'est dû simplement à l'accélération. C'est-à-dire que cette méthode qui fonctionnait avec des pauses entre-temps, elle ne fonctionne pas quand il n'y a plus de pause. Et en fait, l'accélération, elle va être tellement rapide que
on va même plus attendre d'être au bout du premier objectif pour fixer le deuxième, etc. Donc, ça va générer un épuisement, ça va générer une pression supérieure, infiniment supérieure à celle qui était avant. Mais en plus, ça va faire autre chose. Ça va générer une nouvelle mentalité. En fait, cette frénésie d'objectifs, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit progressivement les perspectives. C'est-à-dire que avant, on prenait le temps de se demander si notre travail avait un sens, et c'était important. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus le travail qui compte, c'est l'objectif, c'est atteindre l'objectif. Et quand on voit plus l'horizon, quand on comprend plus pourquoi on court, on finit par adopter une mentalité de mercenaire. Une mentalité qui dit « je fais mon job, j'atteins mes objectifs, je prends ma récompense, et demain est un autre jour ». J'oublie demain, en fait. Tout ce qui compte, c'est l'immédiateté. Et l'immédiateté, c'est le domaine du mercenaire. Et donc, en voulant sans cesse optimiser ce court terme, l'entreprise va se fragiliser sur le long terme. Elle va perdre progressivement ce qui fait sa valeur. C'est quoi la valeur d'une entreprise? C'est sa capacité à innover, puisque l'innovation demande du temps, de la sérénité, de la créativité, ce qu'on a perdu, donc elle n'innove plus. Sa culture, parce que cette culture, elle va être érodée par une forme de cynisme, de dire, mais en fait, moi, je suis 100 fois ni loi, on pourrait le dire comme ça, ce qui compte, c'est que j'ai ma prime, et la culture, elle va être érodée, évidemment, par la pression constante des gens qui sont épuisés, ils fonctionnent en général pas très bien entre eux. Évidemment, on va perdre nos talents, parce qu'ils vont finir par chercher ailleurs un environnement plus épanouissant, ou bien ils vont petit à petit devenir de moins en moins créatifs, de moins en moins engagés ou enthousiastes, et ils vont faire le minimum vital. Et donc finalement, on voit bien que tout ça, ça va amener une baisse de la résilience de l'entreprise. Elle ne sera plus capable de s'adapter au changement, de rebondir face aux crises, et donc on obtient exactement le résultat inverse de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire pouvoir s'adapter au monde futur. On voit donc que c'est pas une bonne réponse, et donc, évidemment, en voyant ça, on cherche des réponses. Et c'est vrai qu'une première réponse que j'avais trouvée, une approche qui permettait de naviguer dans ce monde VUCA avec moins de stress, c'était la réponse de Nassim Taleb et du concept d'antifragilité. Si tu connais pas, je t'invite à écouter le podcast là-dessus, mais en gros, on va dire que le principe de Nassim Taleb, c'est qu'une entreprise, elle ne doit pas chercher à être robuste, parce que quelque chose qui est robuste n'est plus capable de s'adapter au choc, elle doit chercher à être antifragile. Antifragilité, c'est la caractéristique des choses qui vont se renforcer avec les crises. C'est-à-dire que les crises vont les rendre plus fortes. Le corps humain, par exemple, il s'adapte aux crises si les chocs sont pas trop forts, et tout le sujet est là, c'est que il faut avoir des petits chocs réguliers dans notre entreprise pour qu'elle s'adapte, plutôt qu'une rigidité absolue avec des processus, des trucs qu'on remet pas en question, des plans, etc. Parce qu'un jour, il y aura un énorme choc qui va nous arriver, on n'aura pas le temps de s'adapter. Donc, c'est ça le principe d'antifragilité. Déjà ça, je trouvais que c'était une grande avancée. Mais j'ai eu une autre révélation intellectuelle, si on peut dire. J'ai relu le livre de Simon Sinek, je l'avais déjà lu, puis je l'ai relu avec cette vision d'antifragilité. Donc Simon Sinek, il a écrit un livre qui s'appelle The Infinite Game, le jeu infini. Et en fait, en résumé, ce qu'il dit dans ce livre, c'est que malheureusement, les chefs d'entreprise jouent une partie comme si c'était une partie de basket ou une partie de foot. C'est-à-dire que dans leur esprit, et il y a plein d'exemples tirés du monde du sport, tu l'as souvent vu, ou des échecs, etc., où on essaye de faire des parallèles avec l'entreprise, et tout ça, ça va nous inciter, évidemment, à voir notre entreprise comme une partie en fait, avec un opposant qu'il faut vaincre, et avec une durée limitée. Donc, c'est quoi l'attitude des chefs d'entreprise? C'est de dire, comme dans un match de basket, il y a 90 minutes, il faut que je sois à fond pendant 90 minutes, il faut que je batte, etc. Et peu importe ce que je vais faire subir à mes joueurs pour ce jeu, peu importe, ce qui compte, c'est de remporter la partie. Donc ça explique ça. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble vachement à ce qu'on ressent aujourd'hui, cette succession de parties finies. Donc je suis remonté un peu aux sources, et j'ai vu qu'en fait, Simon Sinek s'était inspiré très très largement d'un ouvrage fondateur qui a été écrit par James P. Cars, qui s'appelle Finite and Infinite Games.
les jeux finis et les jeux infinis. Et puis j'ai vu plus récemment qu'il y avait un des disciples de Nassim Taleb, qui s'appelle Luca Delana, qui avait aussi écrit un livre sur le sujet. Et donc, ce concept plutôt philosophique, finalement, il a immédiatement résonné en moi, en tout cas dans ma pratique du management et de l'entreprise. Et donc, avec cette nouvelle grille de lecture, ce nouveau paradigme, on appelle ça, ce nouveau modèle mental, j'ai trouvé à quel point les solutions qui sont proposées actuellement pour réengager nos collaborateurs et faire face au monde VUCA, elles étaient très proches des attitudes du monde fini. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, dans la deuxième partie, on va voir que les fausses solutions dont j'ai parlé, ce sont vraiment les caractéristiques du joueur fini. Et puis dans la partie suivante, on verra ce qu'aurait fait un joueur infini. Alors, partie numéro 2, je vais retrouver mes notes, les fausses solutions qu'on va voir à travers le filtre du joueur fini. En fait, les deux solutions traditionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure, j'appelle ça la fuite en avant du joueur fini. Et ma théorie, que j'ai pu évidemment confirmer par la pratique, c'est que ces fausses solutions, elles atténuent pas le problème, elles l'amplifient. En fait, la partie finie, quand tu l'accélères, c'est-à-dire que quand tu la mets plus courte, tu raccourcis les horizons, que tu en fais de plus en plus, que tu augmentes la pression de plus en plus, eh bien, elle révèle ses faiblesses. La partie finie, son avantage, c'est qu'elle va mobiliser les gens très fort sur un temps très court, ça c'est plutôt bien. Mais si tu les enchaînes à toute vitesse et si tu fais plus de ce que tu faisais déjà, eh bien, tu obtiens exactement l'inverse de ce que tu voudrais avoir. Et en plus, tu perds les qualités que tu devrais garder et même développer pour affronter le monde VUCA, la résilience, la vision d'ensemble, la capacité à donner du sens, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'un joueur fini? Première chose, je reprends la définition de Finite and Infinite Games de James P. Cars. Le jeu fini, qu'est-ce que c'est? Un jeu fini, c'est un jeu qui est joué pour gagner. Donc il est joué pour gagner, avec un horizon temporel précis, et avec des règles du jeu précises, et avec un objectif précis. C'est ça la définition d'un jeu fini. Donc, un joueur fini, c'est quelqu'un qui voit le monde comme une succession de parties à gagner, d'objectifs à atteindre, de victoires à remporter, et je le dis, je répète, c'est pas une mauvaise vision en soi, et je pense que c'est une vision qui a même été extrêmement efficace pendant très longtemps, qui a peut-être manqué d'ailleurs à certaines entreprises en France, et elle a quand même cette vision donné des entreprises puissantes, des grandes avancées technologiques, de la croissance économique. Le problème, c'est que dans notre monde actuel, VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, cette approche montre ses limites. Alors pourquoi, malgré tous nos efforts d'optimisation, de contrôle, de mesure, les problèmes persistent? Parce qu'en fait, finalement, on traite les symptômes et pas la cause. On essaye de résoudre un problème avec la même logique qui l'a créé. Je prends un exemple très concret. Tu es le turnover dans une équipe commerciale. Donc, tu es directeur commercial dans une entreprise, et puis tu vois tes performances baisser, oui, et tu as des collaborateurs qui commencent à te quitter ou commencent à parler de quitter l'entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation si tu es un joueur fini? Tu vas te dire, mince, comment je fais pour malgré tout atteindre mon objectif court terme? Donc comment on fait quand on est un joueur fini et qu'on commence à avoir les performances qui baissent et des gens qui s'en vont? On augmente les prix, parce que ça permet de retenir les gens. On renforce les contrôles pour s'assurer que personne ne se relâche. On augmente les cadences, c'est-à-dire qu'on demande aux commerciaux de faire plus de visites. On n'a pas le temps de recruter de nouveaux commerciaux. Non, il y a la pression, il faut faire l'objectif. Ou si on recrute des gens, on le fait rapidement, parce qu'il y a toujours ce satané objectif, et donc on va faire rentrer des candidats peu qualitatifs. On pourra d'ailleurs pas les former, puisque une courbe d'apprentissage, en fait, on peut l'accélérer, mais il y a des limites. Bref, si tu fais tout ça, ça va fonctionner pendant un moment. Tu vas stabiliser ton turnover, peut-être que tes chiffres vont remonter, puisque tu as mis plus de gens, puis que tu mets plus de pression, et qu'ils vont plus chez les clients, puis qu'ils ont vraiment envie d'avoir leur prime. Mais en fait, à quel prix tu fais tout ça? Et pour combien de temps? Combien de temps ça va tenir? Parce que ce que tu viens de faire, c'est augmenter tes coûts,
puisque tu as augmenté les primes, augmenté l'épuisement des personnes, puisque tu as augmenté les cadences, etc. Tu as abaissé le niveau moyen de compétences, puisqu'en fait, finalement, tu prends plus le temps de former les gens qui rentrent, et puis tu vas générer aussi, très grave, qui se voit pas du tout dans une entreprise avec les critères qu'on a habituellement, tu vas générer une perte de sens. C'est-à-dire que les gens vont, en gros, une perte de sens, c'est « je comprends plus pourquoi je travaille, j'en ai ras-le-bol, oui, les primes, ça m'a fait du bien aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça me suffit plus. » Un petit peu comme un drogué. Au début, tu lui donnes des primes, le commercial, tout le monde est content d'avoir une prime, sauf qu'à un moment, ça te fait plus ni chaud ni froid, et en fait, tu veux autre chose. Et donc là, tout d'un coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un décrochage massif avec plein de gens qui vont partir, parce que quand il y a la perte de sens, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont activement désengagés. C'est-à-dire que, au lieu d'être passivement désengagés, de subir, ils vont commencer à parler à leurs collègues et leur dire « mais moi je supporte plus, donc je m'en vais, il faut que tu me suives, etc., etc. » Donc, en réalité, le problème de fond n'est pas traité. Il y a une fatigue émotionnelle, un manque de sens, et tout ça, c'est comme si tu essayais de remplir un seau percé, tu peux rajouter de plus en plus d'eau, de pression dans le tuyau, etc. Si tu répares pas le trou, c'est-à-dire par où ça fuit, tu n'arriveras jamais à maintenir ton seau plein. Voilà. Maintenant, on va revenir à Trump. On a dit que Trump, c'était le joueur fini par excellence. Et donc, ce que je t'ai fait écouter comme extrait au début du podcast, c'était une scène The Apprentice qui raconte la jeunesse de Donald Trump. Et donc, il y a une scène un peu culte, c'est vers la fin du film, où Trump discute avec son écrivain fantôme. C'est pas lui qui a écrit The Art of the Deal, c'est un autre écrivain, mais évidemment, ils ont discuté. Donc, je vais te traduire la scène. Donc, je reprends mes notes, voilà. Donc, l'écrivain s'appelle Tony, et puis, donc, il discute avec Donald Trump. Donc, Tony lui dit « Tu aimes faire des affaires ?» Et là, Donald Trump lui répond « Ah, je vais t'arrêter tout de suite, Tony. Non, 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 non. Je n'aime pas faire des affaires. Tu comprends? J'adore faire des affaires. J'adore faire des affaires. Et plus elles sont grosses, mieux c'est. » Donc le mec lui répond, mais tout ça, c'est dans quel but? Dans quel but, Tony? Mais il n'y a pas de but. Les affaires sont le but. C'est un but en soi. C'est comme si tu demandais à Léonard de Vinci pourquoi il a peint la Joconde. Donc l'autre lui dit, donc tu te considères comme un artiste. Bien sûr que je suis un artiste, Tony. Les affaires, les deals, sont ma forme d'art. Faire des deals est un art. D'où le titre du film, du livre, pardon, de Donald Trump, qui l'a rendu célèbre comme homme d'affaires, The Art of the Deal. Donc voilà, donc Trump, il habille un petit peu ce qu'il dit. Il va même jusqu'à dire que, excusez du peu, il se compare à Léonard de Vinci. Mais ça, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce qu'on pense de Trump, cette anecdote, elle illustre parfaitement la mentalité du joueur fini. Gagner est une fin en soi. Et une fois qu'on a gagné, on passe au jeu suivant, et ainsi de suite, et indéfiniment. Donc, je porte pas encore de jugement moral sur cette approche, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'elle a ses limites, et que ça va être difficile de motiver les gens si le seul truc, c'est de faire des deals de plus en plus sans cohérence, si tu veux. C'est-à-dire des deals qui se succèdent et qui épuisent les gens et sans cohérence. Mais, si tu veux qu'on parle de morale et qu'on aille un peu plus loin, il y a un autre extrait de ce clip que je vais te laisser regarder maintenant, écouter si tu es sur le podcast, et puis je te le traduis juste après. Everybody tries to dig around your life looking for some deep shit. We're all animals. Everybody wants to get rich and have other people suck their cock. Everybody wants to win, Tony. And that's the truth of it. But that won't read well. Well, that's the truth of it. But it's not the truth we're looking for right now. Right now, people need to think there's some sort of special sauce, principles, set of rules that make you different. Well, that's easy because I have my rules. I got 3 rules. Okay, they're my 3 rules of winning. Rule 1, the world is a mess. Okay, the world is a mess, Tony. You have to fight back. You have to have a tough skin. Attack, attack, attack. If somebody comes after you with a knife, you shoot him back with a bazooka. Okay? Rule 2, what is truth, Tony? What is truth? You know what's truth? What you say is truth, what I say is truth, what he says is truth. What is the truth in life? Deny everything, admit nothing. You know what's true? What I say is true. And third of all, and most important, no matter how fucked you are,
You never, ever, ever admit defeat. You always claim victory. Always. Voilà, je te traduis ce qui s'est dit. Je vais te dire, j'ai un petit peu modifié quand même les termes parce que c'était assez ordurier comme langage et qu'on est quand même à une heure d'écoute où des enfants peuvent entendre le podcast. Donc Donald Trump continue sur sa lancée et il explique à Tony, on est tous des animaux. Tout le monde veut devenir riche et que les autres leur lèchent les bottes. C'est là que j'ai adouci ce qui était dit. Tout le monde veut gagner, Tony, c'est la vérité. Réponse de Tony, c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité qu'on cherche à montrer dans le livre, pas maintenant. Pour l'instant, ce qu'il faut que tu me dises, c'est ce que les gens ont besoin de croire. Et ce que les gens ont besoin de croire, c'est qu'il y a une sorte de sauce secrète, des principes, un ensemble de règles qui te rendent différent. Et là, Donald Trump lui dit, ah bah c'est facile parce que moi j'ai mes 3 règles. C'est 3 règles pour gagner. Et en réalité d'ailleurs, c'est pas ces règles à lui, en fait c'est des règles qu'il a piquées à un avocat qui a été son mentor en fait pendant des années, qui s'appelle Roy Cohn, qui est un personnage absolument pas recommandable, magnifiquement interprété dans le film d'ailleurs, mais c'était quand même un mec qui avait fricoté avec McCarthy et ensuite avec Nixon, juste pour te mettre le niveau du personnage. Et en fait, c'est ce mec-là qui va être à l'origine de la formidable réussite des affaires de Trump. Il va lui permettre, en fait, d'avoir des passe-droits, de truander, etc. Et donc, voyons ces 3 règles. Règle numéro 1, le monde est un chaos, Tony. Un vrai chaos. Tu dois te battre, tu dois avoir la peau dure. Attaque, attaque, attaque. Si quelqu'un vient vers toi avec un couteau, tu lui réponds avec un bazooka. Ok ? Règle numéro 2. C'est quoi la vérité, Tony ? C'est quoi la vérité ? Tu sais ce que c'est la vérité ? Ce que tu dis, c'est la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Ce que lui dit, c'est la vérité. La vérité dans la vie, c'est de nier tout, de ne jamais rien admettre. Tu sais ce que c'est la vérité ? C'est juste ce que je dis. Ce que je dis fait que c'est vrai. 3e règle, la plus importante, dit-il, quoi qu'il se passe, tu ne dois jamais, jamais, jamais admettre la défaite. Même quand tu es au fond du trou, tu revendiques toujours la victoire, toujours, toujours, toujours. Voilà. Ça complète, je dirais, la vision du joueur fini. C'est vraiment quelqu'un qui joue des parties et qui a aucun sens, qui le porte. Aujourd'hui il se bat pour ça, demain il se battra pour le contraire, ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est qu'il se batte et qu'il gagne. Et on voit que ça va plus loin, parce que ça veut dire que ça va jusqu'à nier la vérité et la réalité. Et dans un monde VUCA, c'est quand même embêtant, parce que dans un monde VUCA, avec des choses qui changent très très vite, etc., ça ajoute au chaos, c'est-à-dire que ça va jusqu'à nier les faits. Et donc, on voit quand même que ces limites, elles deviennent de plus en plus évidentes. Et à ce stade du podcast, il y a vraiment une question fondamentale que tu peux commencer à te poser, j'y reviendrai plus tard, mais toi, quel jeu te tente ? Est-ce que tu as envie de continuer à jouer, à être un joueur fini, concentré sur la prochaine victoire, le prochain objectif, ou est-ce que tu es prêt à envisager une autre approche ? Et l'autre approche, je vais t'en parler tout de suite, c'est la 3e partie, c'est l'approche contre-intuitive du joueur infini. Partie 3, l'approche contre-intuitive, le joueur infini. Et c'est là qu'intervient une approche radicalement différente, moi qui me passionne, et j'espère que ça va te passionner aussi. C'est une manière contre-intuitive de prime abord. Parce que de prime abord, c'est un peu bizarre de se dire, en fait, le monde, il est de moins en moins prévisible, et moi, je vais jouer de plus en plus long terme. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître paradoxal. Alors, on va démarrer simplement par la définition du joueur infini. Un joueur infini, on va reprendre la définition de James P. Carse. En fait, il dit, on l'a vu dans la précédente partie, un jeu fini est joué dans le but de gagner. Et un jeu infini est joué dans le but de continuer le jeu. Je répète, jeu infini joué dans le but de gagner. Jeu fini est joué dans le but de gagner. Jeu infini est joué dans le but de continuer à jouer. C'est une distinction simple, mais extrêmement profonde, et qui est au cœur de tout.
Le joueur fini, lui, voit le monde comme une succession de parties à gagner, on l'a vu, et il a pour objectif que chacune de ces parties, ou plutôt la partie dans laquelle il est au moment où il est, se termine à son avantage. Un joueur infini, lui, il voit le monde comme un terrain de jeu où il veut continuer à jouer le plus longtemps possible. Sa préoccupation première, c'est pas de gagner au sens traditionnel, mais c'est de maintenir et d'améliorer sa capacité à rester dans le jeu sur le long terme. Et c'est ça qui va tout changer et qui va être absolument pertinent dans un monde VUCA. Alors c'est quoi les avantages de l'approche du joueur infini? Je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail sur comment on devient un joueur infini, je t'ai préparé quelque chose pour ça juste après. Je vais d'abord te lister les avantages de cette approche du joueur infini pour 3 acteurs. Le premier acteur, c'est le chef d'entreprise, le deuxième acteur, c'est le manager, et le troisième acteur, c'est le collaborateur. Pour le chef d'entreprise, qu'est-ce que ça va permettre de devenir un joueur infini? Premièrement, ça va lui permettre une vision plus claire, plus sereine de l'avenir, même dans un environnement incertain. Deuxièmement, ça va lui permettre de construire des actifs durables plutôt que des résultats éphémères. Autrement dit, il va créer des choses qui vont produire des résultats le plus longtemps possible plutôt que lui-même créer des résultats qui par essence vont être éphémères. Troisièmement, ça va lui permettre de prendre des décisions complexes sans être paralysé par l'anxiété. Parce que ce qui arrive à un joueur fini, à chaque fois, c'est qu'au fur et à mesure des parties qui se succèdent, il est de moins en moins capable de prendre de bonnes décisions pour un tas de raisons, mais par exemple à cause de l'épuisement, mais aussi à cause de l'anxiété. Parce qu'il se rend compte que le monde est tellement compliqué qu'il ne sait plus prendre de décisions. Et la fin du joueur fini, c'est qu'il va arrêter de jouer. Il va plus être capable de jouer. Et quatrième avantage pour le chef d'entreprise, c'est qu'il va avoir une entreprise qui va devenir progressivement antifragile, c'est-à-dire qu'il va se renforcer face aux crises, et ça c'est le Graal du chef d'entreprise. Ça c'était pour le chef d'entreprise. Pour le manager maintenant, qu'est-ce que ça va lui amener de switcher sur le mode joueur infini? Ça va lui donner une relation plus authentique, plus profonde avec ses équipes, il aura moins besoin de leur mentir et de jouer un rôle. Il va arrêter le dilemme épuisant entre performance et bien-être. En fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit dans ces équipes, on va ressentir du bien-être parce qu'on performe et on va performer parce qu'on ressent du bien-être. Il va avoir des outils concrets pour insuffler du sens naturellement, même dans la gestion quotidienne, sans recourir à des artifices éphémères que sont les avantages, la pression, les sanctions et les primes. Donc il va influencer du sens, et plus il va influencer de sens, plus ce sens va être efficace. Alors que s'il influe pas du sens, c'est-à-dire que s'il utilise des artifices que je décrivais, ils vont être de moins en moins efficaces. Quatrièmement, il va avoir une capacité très facile à aligner le court terme et le long terme, parce que c'est ce qui se passe quand on parle à la fois au cœur et aux jambes. Je te dirai juste après ce que ça veut dire exactement, cette phrase. Et puis enfin, les collaborateurs, parce que quand même, c'est eux qui font avancer la boutique. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir de bénéfique pour les collaborateurs? Un travail qui retrouve du sens, un horizon qui dépasse le prochain objectif. 2, la fin de l'épuisement lié à la succession interminable de défis toujours plus difficiles. 3, une valorisation de leur contribution à la construction de quelque chose qui les dépasse, c'est-à-dire je suis utile et je suis reconnu et ça m'épanouit. 4, un environnement où ils peuvent véritablement se développer et pas seulement performer. Et donc, le miracle, entre guillemets, avec l'attitude du joueur infini, c'est qu'en fait, elle permet cette attitude d'aligner les intérêts de tous naturellement. Dans le jeu fini, tu as des intérêts contradictoires, très souvent. Un joueur fini, c'est quelqu'un qui est très dans l'opposition et dans la contradiction. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on remporte des victoires le plus vite possible, mais pas seulement. Dans le jeu où il est, en fait, un manager, il veut de plus en plus de résultats, alors qu'il pense que son collaborateur veut travailler de moins en moins. Donc c'est un désalignement, et donc il va être en permanence en lutte contre ce désalignement, ou plutôt il va vivre ce désalignement en permanence. Alors que le jeu infini, on le voit, il crée naturellement une convergence. Donc, quand une entreprise joue un jeu infini,
on voit que ses managers, ses dirigeants et ses collaborateurs se retrouvent tous engagés dans quelque chose de commun, dans la même aventure, qui est de construire quelque chose qui dure, qui a du sens et qui les dépasse. Voilà, donc maintenant, question fondamentale. Le premier moment crucial du podcast, il est maintenant. Il va falloir que tu détermines dans quel camp tu es, ou plutôt dans quel camp tu es maintenant, dans quel camp tu voudrais être. Et c'est pas une question théorique, c'est pas une question abstraite, c'est au contraire la question la plus concrète, la plus pratique, la plus opérationnelle qui soit. Parce que la réponse à cette question, elle va déterminer complètement ton quotidien. Comment tu prends tes décisions, comment tu structures ton organisation, comment tu recrutes, comment tu traites tes clients, comment tu te comportes face aux crises. En fait, ça touche tout ce que fait un dirigeant ou un manager. Donc, pour t'aider à te décider, je vais te présenter une fois encore les deux camps de façon plus contrastée. Le camp du joueur fini, c'est on voit chaque situation comme une partie à gagner. Est-ce que c'est ton cas ou pas aujourd'hui? Est-ce que tu veux que ce soit ton cas demain? Le camp du joueur infini, c'est on optimise en permanence le résultat immédiat. On épuise progressivement les ressources, c'est-à-dire que ce qui fait qu'on réussit, c'est de la destruction ou de la pression. On crée des mercenaires uniquement motivés par la récompense. On devient de plus en plus rigide, de moins en moins adapté au changement. Et au final, on commence à perdre sa capacité à innover, à inspirer, à créer. On perd sa créativité. Ça, c'est le joueur fini. Pose-toi la question. Est-ce que c'est pas un petit peu ça que tu fais aujourd'hui? Et est-ce que c'est ça que tu as envie de faire demain? Ensuite, le camp du joueur infini. Il voit chaque situation comme une étape dans un parcours plus large. Il optimise pour la durabilité et la résilience. Il développe et enrichit constamment les ressources. Il crée des bâtisseurs motivés par le sens et la vision. Il devient de plus en plus souple, de plus en plus adapté au changement. Il renforce sa capacité à innover et à créer. Si je devais résumer chacun des deux joueurs, il y en a un qui a le mythe du héros, c'est-à-dire il est en permanence en train de se battre et de sauver, etc. Et le deuxième, c'est le mythe du créateur. C'est quelqu'un qui crée en permanence quelque chose qui le dépasse et qui va fonctionner même sans lui. Et tu es obligé de faire le choix. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tu peux pas avoir de non-choix ici. Ne pas choisir, ça te fait prendre automatiquement la voie du joueur fini. Pourquoi? Parce que tes réflexes naturels devant l'incertitude, ça va être des réflexes de joueur fini. Parce que les discours que tu entends en permanence, de la part des politiques, mais aussi les films, le sport, etc., ça va te pousser à être un joueur fini. Notre système économique, il est construit complètement sur des systèmes finis, avec des rôles desquels on ne peut pas sortir. Cars, il fait une très très belle description de ça. Notre culture professionnelle, évidemment, elle est complètement axée là-dessus, avec les résultats, la planification, etc. Bref, ce que je veux dire en fait quand je dis que tu es obligé de choisir, sinon tu fais un non-choix, c'est un choix, c'est que le joueur fini, c'est vraiment le camp par défaut. Et ne pas choisir consciemment, c'est déjà choisir. Donc vraiment, si maintenant tu décides de rejoindre le camp du joueur infini, j'aurais réussi cet épisode. C'est ma première grande victoire. Il y en a une autre que j'aimerais bien avoir. Elle sera un peu plus tard dans le podcast. Tu vois, je fais des jeux finis aussi. Donc, moi, tu as compris, hein, le camp que j'ai choisi, tu as compris lequel c'est. Mais en fait, une fois que j'ai choisi ça, c'était vraiment le début du processus. Il fallait que je trouve le moyen d'intégrer ma décision, ma prise de position, presque philosophique, à mon quotidien. Parce que sinon, si on se contente juste de se dire « Ah bah ouais, moi, c'est plutôt le joueur infini, etc. », on prend une position intellectuelle, mais qui n'aura aucun effet dans la réalité. Donc on va vivre une divergence entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait. C'est pas vraiment la recette du bonheur. Donc, dans la partie suivante, on va voir comment appliquer l'approche du joueur infini. Alors, comment on devient un joueur infini en vrai, pas seulement dans sa tête? Moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé un manuel. Le manuel du joueur infini. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, à force, je sais que en fait, pour traduire ce qu'on ressent dans les actes, il faut deux choses essentielles. La première chose, il faut un modèle mental, c'est-à-dire une structuration de
la manière dont on voit la réalité et des principes. Ça, c'est un petit peu les principes, on va dire. Le modèle mental, ce sont les principes. Première chose. Et la deuxième chose qu'il faut, c'est des outils. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appliqué le modèle mental dans la réalité, on se rend compte que ça marche ou que ça marche pas, on améliore notre manière de faire, etc. Et ça donne naissance à des outils. Toutes mes formations, d'ailleurs, elles sont basées là-dessus. Tu as d'abord le modèle mental et ensuite tu as les outils. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai d'abord créé un petit manuel que j'ai appelé, alors à l'origine, ça s'appelait le parfait manuel du joueur infini, puis maintenant ça s'appelle le manuel du joueur infini, et j'ai trouvé 8 principes fondamentaux. Alors, il y en a peut-être moins, il y en a peut-être plus, peu importe, en tout cas moi je suis parti sur 8 principes, et j'avais mon modèle mental. Donc en gros c'était 8 pages, hein, c'était un truc très court. Et j'ai commencé donc à l'appliquer, puis à créer des outils, et à accumuler des exemples sur ce que j'avais réussi, ce qui marchait moins bien, etc. À partir de ça, j'ai fait une conférence aux membres du Ciel. Donc le Ciel, c'est mon groupe d'intrapreneurs et d'entrepreneurs libérés. On fait des conférences régulièrement, et donc je leur ai présenté cette approche avec les principes, etc. Déjà, je voulais valider si ça allait les intéresser. Moi, je savais que moi, ça fonctionnait bien, mais je voulais savoir. Et en fait, ça a été vraiment intéressant, cette conférence, parce que déjà, ils ont tout de suite adhéré au modèle, et ils ont tout de suite eu des exemples. Parce qu'en réalité, quand tu rentres dans le modèle du joueur infini, tu te rends compte que tu en fais déjà sans t'en rendre compte, peut-être pas aussi bien que possible, peut-être pas consciemment, etc. Mais en général, il y a des choses que tu fais. Je vais te donner un exemple, juste après un exemple concret, tu vas peut-être te dire, ah bah c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai fait au cours de tel projet, etc. Donc ça a généré une discussion, etc. Ça a enrichi le truc, et j'ai pu compléter mon manuel, et pour chaque principe, j'ai créé 6 sections. 1, ce que le principe signifie concrètement. 2, le changement clé qu'il implique dans notre façon de penser. 3, les questions essentielles à se poser quand on adopte ce principe. 4, les exemples d'applications concrètes qu'on peut mettre en œuvre. 5, les outils directement inspirés de ce principe. Et 6, j'ai ajouté un truc là récemment, qui sont mes mantras personnels à propos de ce principe. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a des trucs que je dis souvent sur le podcast, dans la boîte, etc. Et en fait, je peux les rattacher à des principes. Donc j'ai mis cette section-là. Et aujourd'hui, ce manuel, il fait 70 pages. Alors il est rapide à lire quand même, hein, c'est écrit grand, on va dire. Et en fait, c'est vraiment une boussole qui va te permettre de naviguer dans le chaos du monde VUCA avec la mentalité d'un joueur infini. En fait, ça permet de jamais être bloqué, de se dire, tiens, c'est marrant, je sais pas comment faire. Ah bah le principe machin, ça correspond à ça, etc. Puis ça permet aussi d'avoir des idées, etc. Donc, je vais te donner un exemple concret. Pour voir une approche en action. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte que ce que je vais te décrire, c'est pour une de mes boîtes, mais en fait, j'ai fait exactement la même chose avec l'outil du manager. Donc, pour te donner un avant-goût, j'ai voulu développer mon entreprise sur un nouveau marché où on était inconnu. On avait une entreprise qui avait acquis une connaissance, un savoir-faire dans un certain type de machine, on va le dire comme ça. Mais on voulait se développer sur un nouveau marché. Donc, ce qu'on m'aurait conseillé en approche classique, ça aurait été d'investir massivement en marketing, mettre la pression sur l'équipe commerciale, fixer des objectifs ambitieux et pousser. Donc ça, c'est typiquement une approche de joueur fini. Pourquoi ? Parce que tu investis, donc la première chose quand tu investis, c'est que tu détruis de la valeur, hein, parce que tu fais quelque chose qui n'a pas encore rapporté. Tu mets la pression, donc là aussi, c'est destructeur la pression, hein, très clairement. Puis tu fixes un objectif avec une limite, et puis tu dis, allez, on y va, on pousse. Et en fait, j'ai choisi, inconsciemment, hein, très clairement, une approche de joueur infini. En fait, ce qu'on a fait, c'est pas du tout ça. On a commencé par aider quelques clients, ou plutôt quelques prospects de ce marché, pas forcément les plus gros d'ailleurs, à mieux utiliser leurs machines existantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de leur vendre des machines, on est allé les voir, on leur a dit, bah tiens, on connaît cette machine-là, on vous propose d'intervenir dessus, et vous allez voir, sans rien dépenser, ou presque, votre machine, finalement, elle va mieux fonctionner. Et ça, c'était quoi le but ? C'était de prouver notre expertise, à la fois aux prospects, mais aussi pour nous.
C'est-à-dire que l'approche du joueur infini, ça va être toujours d'abord de regarder ce qu'il a à sa disposition, ce qui existe déjà dans son entreprise, en l'occurrence ce savoir-faire, et de se dire comment je peux en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Donc on a prouvé notre expertise. Et puis ces prospects, donc petit à petit, ils sont devenus des petits clients. Ils nous ont fait confiance pour l'entretien, pour les consommables et les pièces. Et puis ils ont commencé à nous demander des conseils pour la modernisation de leur entreprise, mais aussi les développements. Tiens, tel marché, je pourrais peut-être l'attaquer si j'avais une autre machine, etc. Et donc, quand est venu le moment d'acheter une nouvelle machine, chez qui ils sont allés? Évidemment, ils sont venus chez nous. Ils nous ont fait confiance. Et plus encore, ils ont commencé à nous recommander auprès de certains de leurs confrères. Et donc, finalement, c'est une approche qui a mis un peu plus de temps au début, mais quand elle s'est mise en route, ça a été incroyable. C'est-à-dire que, finalement, ça n'a pas été si long que ça, et assez vite, on a commencé à vendre une première, puis une deuxième, puis une troisième, et ça s'est accéléré comme ça. Et l'autre avantage, c'est que, donc on avait peu investi finalement, et ça a très très bien marché, mais l'autre avantage, c'est que ça a créé une croissance plus solide, plus durable, et surtout inimitable par la concurrence, parce que autant un argument marketing, tu peux l'imiter, autant quelque chose qui est ressenti par le client, c'est impossible à imiter. Et en plus, c'est une croissance qui est absolument antifragile, c'est-à-dire que même quand le marché va devenir plus difficile, qu'il va évoluer, etc., ces clients, naturellement, ils vont se tourner vers toi. C'est-à-dire que c'est pas parce que le marché évolue, ou après, s'il évolue drastiquement, évidemment, ça va arriver, mais c'est pas du tout pareil que quand tu as conquis le client par un jeu fini. Le but, c'est de rester ensemble, de préserver la relation le plus longtemps possible. Et donc, ça, c'est l'essence même du jeu infini. Tu cherches pas un succès immédiat au prix de l'avenir, mais tu construis des fondations et tu as un succès durable. Donc, ça, c'est un exemple concret que je te donne, mais je suis allé plus loin. C'est-à-dire que j'ai fait ce manuel, j'ai fait la conférence dont je te parle, mais j'ai aussi créé une séquence de mails. Et donc, ce que je viens de te dire, c'est tiré de cette séquence de mails. C'est un exemple où tu vas pouvoir aller plus loin si ça t'intéresse. Et donc, c'est pour recevoir ces mails, il suffit que tu cliques dans le lien qui est juste en descriptif du podcast et tu vas recevoir le premier mail. C'est gratuit complètement. Et je vais détailler en profondeur cette approche du joueur infini. Parce que la première chose qu'on va faire dans ces mails, c'est évidemment qu'il y a de la théorie, mais ça ne suffit pas. Il faut des applications pratiques et des outils concrets. Donc je viens de te présenter un cas concret. Je me suis aperçu par la suite que Outils du manager, je l'avais développé de la même manière. J'ai commencé à donner des conseils via le podcast bien avant de commencer à mettre en place des interventions en entreprise, puis des formations, etc., etc. L'intérêt que tu as quand je te cite des exemples, c'est deux choses. La première chose, c'est que tu te rends compte quand finalement, tu es peut-être déjà un peu dans le camp du joueur infini, où ça va activer des zones de réflexion chez toi, et tu vas commencer à voir la réalité différemment. Tu vas dire, ah bah tiens, ça, j'aurais pu faire comme ça sur tel marché, ça serait peut-être mieux passé, etc. Et puis c'est ça qui va te donner envie de changer les choses. Ensuite, qu'est-ce qu'elle présente, cette série de mails? Elle présente aussi des concepts fondamentaux et les paradoxes les plus puissants qui ont transformé ma façon de diriger. Je vais t'en donner un truc étonnant, peut-être, après que je t'ai déroulé tout cet épisode. C'est le premier des 8 principes. C'est le fait qu'un joueur infini ne cesse pas de jouer au jeu fini. En fait, un joueur infini, il va continuer à faire des jeux finis, mais d'une autre manière, plus subtile et surtout plus efficace. Ça, c'est un des paradoxes les plus puissants de l'approche, c'est que les meilleurs joueurs infinis, c'est souvent ceux qui tirent le plus de valeur des jeux finis. Ils vont les gagner différemment, avec une autre perspective, et sans jamais compromettre leur vision à long terme. Mais en plus, ça correspond à la nature humaine, parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte qu'on ne peut pas manager uniquement avec des jeux infinis. Les jeux infinis vont parler au cœur des gens, ils vont parler ou à leur tête, c'est-à-dire ils vont parler d'engagement, de long terme, de sens, de dire ce que je fais c'est bien, etc. Moi ça c'est le cœur. Mais ça suffit pas dans une entreprise. Il faut mettre les jambes en route. Et donc, les jambes, c'est quoi? C'est l'exécution, le challenge, l'excitation, la victoire. Et en fait, le fait d'articuler tes jeux finis à l'intérieur d'un jeu infini, ça te permet de parler
à deux choses fondamentales chez l'être humain, c'est cette recherche de sens, parce que je pense vraiment que c'est fondamental chez l'être humain, mais aussi cette volonté du chasseur, en fait, ce truc de dire il faut que je réussisse ça, etc., etc. Donc tu vois, ça paraît paradoxal, mais en fait le joueur infini joue des jeux finis aussi. Et puis tu vas découvrir aussi des mantras comme la prudence permet l'audace, comment prendre des risques significatifs sans jamais risquer de game over. En général, on oppose la prudence et l'audace. Ben, le joueur infini les oppose pas du tout. Un autre mantra, c'est dirige ton entreprise comme si tu la vendais demain. Ça te paraît peut-être une phrase de joueur fini, et en fait, je vais te montrer qu'en réalité, c'est une phrase de joueur infini. Et puis, je vais te parler aussi dans cette série de mails, je vais te parler du concept de l'entreprise jardin versus l'entreprise machine. On va voir que certaines organisations ou certaines équipes, elles vont s'épanouir dans le chaos, alors que d'autres s'effondrent. Et celles qui vont s'épanouir, c'est les entreprises jardins. Celles qui vont s'effondrer, c'est les entreprises machines. Et puis, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais te donner aussi, je vais te décrire mes 3 outils de décision. La rétro-analyse, le pré-mortem et le fail fast. En fait, c'est 3 outils qui vont te permettre de plus jamais être paralysé par l'anxiété et de prendre une décision. Aujourd'hui, quand je prends une décision, je suis sûr que je prends une bonne décision. J'ai plus de doute parce que j'ai ces 3 outils et que ma décision, je la passe au crible de ces 3 outils. Donc, voilà, la deuxième partie du podcast que je veux réussir, ma deuxième victoire, c'est celle-là. J'espère que ma première, ça a été de te convaincre et que ça t'a donné envie de voir les choses plutôt dans une posture de joueur infini. Mais ma deuxième victoire, ce serait que tu passes à l'action et que tu cliques sur le lien et que tu t'abonnes à la série de mails. C'est gratuit. Si ça te plaît pas, tu peux en un clic l'arrêter. Mais ça va te permettre de découvrir les concepts, ça va te permettre de stimuler des zones nouvelles de réflexion, ça va te permettre de voir ton équipe autrement, ça va peut-être te permettre de comprendre certains blocages que tu vois déjà, et surtout ça va te donner des idées concrètes de changements progressifs que tu pourras mettre en œuvre. Et c'est ça en fait la puissance de l'approche, c'est qu'elle ne demande pas de tout révolutionner, ça peut se faire à ton rythme, etc., etc. Dans cette série de mails, je vais te parler aussi bien sûr du manuel du joueur infini, le livret de 70 pages dont je t'ai parlé, qui peut être un guide, et je vais te parler évidemment de ma nouvelle formation, parce que j'ai créé une formation sur ce concept où on a à la fois, je dirais, le modèle mental, le manuel, mais aussi tous les outils détaillés pour pouvoir agir. Mais l'essentiel, il est là. L'essentiel, c'est que tu fasses ça à ton rythme, c'est sans engagement, sans pression, et puis tu commences peut-être à avoir une autre manière de travailler, de décider, de manager. Voilà. Je te remercie de ta confiance. Je te remercie de ton écoute. Si tu veux échanger avec moi, si tu veux en parler avec l'équipe, si tu veux te poser les bonnes questions, c'est en passant par la série de mails privés, puisque à chaque fois, dans chaque mail, il y a des questions auxquelles tu peux répondre, tu peux poser des questions, etc. Ça nous permettra d'échanger. Donc, je souhaite vraiment que tu nous rejoignes. Je te donne rendez-vous tout de suite dans cette liste de mails privés, dans cette séquence spéciale sur le joueur infini. À bientôt. Ciao.